En juillet 2024, lors de la Comic-Con de San Diego, le titre du prochain film Avengers est dévoilé, Avengers Doomsday, révélant au passage que le prochain grand vilain que les héros devront affronter n'est autre que le Docteur Doom, ou Fatalis en VF. Avec une telle annonce, on pouvait s'attendre à ce que les comics Marvel décident de remettre ce grand méchant sous les projecteurs, et ça n'a pas manqué. En effet, le même mois, la version comics du personnage est parvenue à obtenir le titre de Sorcier suprême de la Terre lors de l'événement Blood Hunt, faisant de lui l'être le plus puissant de la Terre, ce qui aura pour conséquence de le pousser, quelques mois plus tard, à revendiquer le titre d'empereur de la Terre. Va ainsi débuter son règne dans la saga One World Under Doom, qui durera presque un an et qui va grandement impacter l'univers Marvel, au point que certaines séries vont être lancées en parallèle de l'event principal pour explorer les conséquences de la domination de Doom. Et c'est de cet event et des séries qui l'entourent que nous allons parler aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes bien installés car aujourd'hui on va parler du règne de Fatalis. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne vais pas spoil les séries, que ce soit la principale ou celle qui se déroule en parallèle. Pour chacune d'elles, je vous expliquerai globalement ce qu'elles racontent et qui sont les personnages impliqués, puis je vous donnerai un petit avis sur la série. Je ferai ça sans trop rentrer dans les détails, à la rigueur je révélerai quelques détails d'intrigue, mais le but c'est pas de vous gâcher toute l'histoire. Ceci étant dit, on est parti. Nous allons donc pouvoir commencer avec la série principale, One World Under Doom. Tout d'abord, pour comprendre comment on en est arrivé là, remettons un peu de contexte. Quelques mois plus tôt, lors de l'event Blood Hunt, les vampires se sont emparés de la Terre et les protections magiques de ces dernières se sont retrouvées affaiblies. En plus de ça, le Docteur Strange, porteur du titre de sorcier suprême à ce moment-là, était affaibli et donc incapable de repousser l'invasion de zombies. Il est donc allé demander de l'aide à un autre puissant sorcier, le Docteur Fatalis. Pour rappel, Victor Von Fatalis, c'est un vilain, le pire ennemi des 4 Fantastiques, l'empereur du royaume de Latverie, un homme extrêmement intelligent et, comme mentionné juste avant, un puissant sorcier. Tout ça fait de lui l'un des hommes les plus dangereux au monde, mais Strange n'ayant pas le choix, conclut un marché avec lui. Fatalis est la seule personne en mesure de rétablir l'équilibre magique de la Terre, mais pour ce faire, il a besoin d'être nommé sorcier suprême, ce qui lui conférera un pouvoir sans égal. Strange accepte de lui transmettre ses pouvoirs, mais à la condition qu'il les lui rende une fois que le monde serait sauvé, ce que Fatalis accepte. Ainsi, Fatalis utilise ses nouveaux pouvoirs pour stabiliser la magie mondiale et rétablir des protections mystiques. Le monde est sauvé et Fatalis peut désormais rendre ses pouvoirs à Strange. Cependant, lorsque le moment est venu, il dit à Strange que même si la menace des vampires est terminée et que l'équilibre magique a été rétabli, le monde n'est pas encore sauvé, du moins pas tel que lui l'entendait, ce qui, de son point de vue, ne l'oblige pas à rendre le titre de sorcier suprême. Il va alors se débarrasser de Strange et annoncer à la Terre qu'il est le nouveau sorcier suprême et quel rôle il a joué dans la crise, ce qui aura pour conséquence qu'une partie de la population va alors commencer à le supporter. Cela nous amène donc au premier numéro de One World Under Doom en février 2025, dans lequel Fatalis va s'autoproclamer maître du monde et va supprimer les frontières. Désormais, il n'y a plus d'État indépendant, tous sont les provinces d'une Latverie unie dont Fatalis est l'empereur. Et au vu des antécédents de celui-ci, on pourrait s'attendre à ce qu'il martyrise la population, impose le travail forcé ou crée des milices pour maintenir le calme dans le monde. Mais il ne fait rien de tout ça, bien au contraire. Rappelez-vous, son objectif est de sauver le monde. Il va donc interdire les conflits armés entre les provinces de son nouvel empire afin de maintenir la paix, et il va également garantir un accès aux soins et à l'éducation pour tous. Il souhaite se servir de son immense pouvoir pour mettre fin aux inégalités dans le monde. D'autres mesures qu'il va prendre seront de se débarrasser définitivement du baron Zemo, un acte qui sera là aussi soutenu par le public, car pour rappel, Zemo il est un petit peu trop fan du Troisième Reich. Il va rendre sa forme humaine à Ben Grimm, qui n'a jamais pu retrouver son corps d'avant sa transformation en la chose, et il va également créer un champ de force protecteur autour de l'ancienne Latverie, empêchant quiconque d'y entrer. Jusqu'ici, rien de bien méchant, me direz-vous. Alors, oui, il s'est déclaré comme chef suprême, mais il a le soutien de tous les États, et il semble agir pour le bien commun. Vous vous en doutez, les héros ont du mal à croire que Fatalis soit devenu un homme bon du jour au lendemain, et vont tenter de découvrir les vraies intentions de l'ancien vilain. Ils vont tenter de s'introduire en Latverie ou essayer de voir s'ils ne contrôlent pas les politiciens du monde par magie. Mais à chaque fois ce sera des échecs cuisants car Fatalis semble bel et bien avoir changé. Tout au long de cette série, on va donc assister aux exploits de Fatalis, comme ceux que j'ai cités précédemment, ou comme lorsqu'il défendra la Terre contre Dormammu qui a fait disparaître le reste des héros. On aura également des affrontements idéologiques entre Fatalis, qui reproche aux héros de n'avoir jamais utilisé leur pouvoir de la meilleure des manières, et ceux-ci qui n'acceptent pas certaines décisions prises par le sorcier suprême pour bâtir un monde meilleur. Pourtant, tout au long du récit, certains d'entre eux vont commencer à douter et à se demander si Fatalis n'aurait pas raison et s'ils ne seraient pas devenus eux-mêmes les vilains de l'histoire en essayant de rétablir un statu quo daté et inégalitaire. Et
que cache réellement le dôme de protection que Fatalis a mis en place autour de la Latverie? C'est à cette question et à bien d'autres que les héros devront répondre, mais pour ma part, je vais m'arrêter là sur cette série. J'ai globalement trouvé cette série principale plutôt pas mal. On a un Fatalis vraiment imposant, pas seulement grâce à ses pouvoirs, mais aussi par ce qu'il dégage. Il arrive à se faire apprécier du public, et ça va donc créer un dilemme pour les héros. Dilemme qui, je trouve, n'a pas été assez exploité. On nous met au moins 3 fois les héros qui s'unissent pour aller taper sur Fatalis, ce qui devient redondant par moment, mais on n'a jamais vraiment d'opposition entre ceux qui pourraient tenter de lui faire confiance et les autres qui veulent le renverser, alors que ça aurait été intéressant à voir. On a un début de pensée comme ça après quelques numéros, mais c'est directement oublié à la fin du chapitre. D'autres incohérences qui m'ont embêté, c'est qu'à chaque fois qu'ils s'en prennent à Fatalis, les héros disent « on a ramené tout le monde », alors qu'il y a quelques Avengers et X-Men, les 4 Fantastiques et quelques héros solo, mais tu vois jamais un nombre vraiment important de héros. Attention, vous êtes prêts? Ça, c'est toute la puissance que le monde peut rassembler. Donc d'après eux, il y a donc à peine 20 héros sur Terre. Évidemment que c'est pas possible de ramener tous les héros vu l'immensité de cet univers, mais dans ce cas-là, ne dites pas on a ramené tous les héros, et ça vaut pour les events en général, que ce soit pour Marvel ou DC. Ensuite, un autre truc qui me chiffonne, c'est la puissance de Fatalis qui est hyper variable. Enfin, des fois il est surpuissant, il peut se débarrasser de ses ennemis en un claquement de doigts, il peut faire 3 trucs à la fois, et puis quand il se retrouve face aux héros, il galère un peu plus. Alors attention, il a toujours l'avantage évidemment, mais comparé à ce que pourraient lui permettre ses pouvoirs, ça n'a pas trop de sens. Ce qui m'amène au dernier point, les héros s'en prennent plusieurs fois à lui, mais il fait jamais rien pour se débarrasser d'eux définitivement. Je parle même pas de les tuer, puisqu'il cherche à obtenir les faveurs du public, mais au moins les priver de leur pouvoir, vu qu'on voit à 2 reprises qu'il en est capable. Il rend à Ben Grimm sa forme humaine, et il prive les mutants de leur pouvoir, mais seulement temporairement. Si tu veux vraiment qu'ils te laissent tranquille, tu leur confisques leur pouvoir pour de bon et puis voilà. Bon, fallait que je râle un peu sur certaines choses qui m'ont un peu agacé, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié ce récit, et j'ai pas encore parlé des dessins, mais de ce côté-là, j'ai rien à redire. C'est très bien dessiné tout le long de la série, surtout Fatalis et les traînées vertes qui apparaissent quand il utilise ses pouvoirs. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite. Dans cette série, Christophe Bernard, le fils adoptif de Fatalis, va se servir d'une machine temporelle pour faire venir des héros du futur à l'époque actuelle, pour que, d'une part, ceux-ci témoignent du succès du règne de Fatalis dans le futur, mais également pour qu'ils forment les nouveaux Avengers de Fatalis, plus efficaces que les anciens et directement aux ordres de l'empereur de la Terre. Cette nouvelle équipe sera donc composée de Malekith, Onslaught, Killmonger, l'Abomination, le Docteur Octopus et le Fantôme. Et si vous connaissez un tant soit peu l'univers Marvel, vous devez probablement savoir que ces noms sont normalement utilisés par des vilains. Christophe explique cela par le fait que dans le futur, la notion de vilain n'existe plus grâce à Fatalis, un élément qui est donc censé appuyer son règne. Et ces Avengers, malgré leur pseudonyme pouvant inquiéter, vont bel et bien gagner les faveurs du public grâce à leurs actions héroïques, que ce soit en stoppant le vilain Annihilus ou en protégeant au quotidien les citoyens par exemple. Cependant, on va très vite comprendre que ce groupe a un autre objectif qu'il cache à Christophe et à son père, il cherche en effet à récupérer le plus d'énergie magique possible pour un but mystérieux. Autre grosse révélation qu'on va avoir à la fin du premier chapitre, c'est que ces personnages ont tué le Fatalis de leur époque. Pour quelle raison? Et pourquoi travaillent-ils avec le Fatalis actuel alors? Quel est le véritable but de ces Avengers? Et quelle sera l'issue de leur confrontation avec les Avengers originaux? Car vous vous en doutez, ils vont les rencontrer. Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans la série, mais pour le moment, je n'en dirai pas plus. C'est toujours intéressant de découvrir une nouvelle équipe de héros, surtout quand celle-ci prend le nom d'Avengers, alors qu'elle est composée de personnages ayant des noms de vilains. Ça donne envie d'en savoir plus. C'est un truc que fait beaucoup cette série, elle garde le mystère sur ses personnages, sur ce qu'ils cachent, qui ils sont réellement. Trahison et coups de théâtre s'enchaînent et c'est tout ce qui fait le charme de cette série. Il y a 2 dessinateurs différents sur la série, un qui s'occupe des scènes se déroulant dans le présent et l'autre celle dans le passé. Les dessins du présent sont bien, c'est assez basique donc pas de quoi sauter au plafond, mais ça fait le taf. Et pour ceux du passé, c'est pas trop mal quand c'est des plans rapprochés sur les personnages, mais dès qu'on s'éloigne un peu, c'est vraiment pas top, notamment avec des corps déformés et pas très réalistes. Dans l'ensemble, une série assez intéressante qui aurait peut-être gagné à développer un peu plus certains de ses personnages. Dans cette série, le docteur Stephen Strange, qui a précédemment cédé ses pouvoirs à Fatalis, décide de se rendre à Asgard, la patrie des dieux, afin de devenir le nouveau sorcier suprême de ce royaume et récupérer des pouvoirs similaires à ceux qu'il avait avant de se faire tromper par le vilain, afin de pouvoir revenir sur Terre et tenir tête à ce dernier. Pour ce faire, il obtient l'aval de Thor, malgré le fait qu'il n'y ait jamais eu de sorcier suprême sur Asgard, car il croit en son ami et que Loki, l'ancien sorcier qui exerçait les fonctions similaires à celles de sorcier suprême, a perdu son rôle. Strange va alors commencer son périple sur Asgard. Il va découvrir les coutumes locales, se faire des amis,
trouver un logement, et puisqu'il est quand même là pour un but précis, il va aller à la rencontre de la sorcière Hulda, qui est l'autorité en matière de magie. Celle-ci va chercher à comprendre pourquoi Strange veut obtenir les pouvoirs de sorcier suprême, et comment il compte s'y prendre car sa magie est plus faible sur Asgard à cause des différences de magie qui existent entre les mondes. C'est alors que Loki va apparaître et proposer une solution pour remédier à ce problème, car il souhaite soutenir son collègue sorcier dans son projet. Sa solution est que Strange utilise le sortilège d'Akrinon, un sort qui permet aux étrangers d'un royaume d'adapter leur magie à celle du royaume. Et alors que tout semble aller pour le mieux, Loki va soudainement poignarder mortellement Hulda avant de disparaître. Ainsi va commencer la quête de Strange au royaume d'Asgard, où il va devoir réaliser le sort d'Akrinon afin d'augmenter ses pouvoirs, mais également résoudre le meurtre d'Hulda, car Loki est-il vraiment coupable? Pourquoi aurait-il commis un tel acte devant les yeux de Strange? J'ai trouvé cette série vraiment pas mal pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a le mystère qui entoure le meurtre d'Hulda, car vous vous en doutez, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. J'ai aussi beaucoup apprécié l'atmosphère d'Asgard dépeinte dans ce récit, le côté dieu nordique est vraiment poussé à fond dans ce récit. Déjà on est en période hivernale, donc on a de superbes planches enneigées qui créent un super cadre pour cette aventure, et même les scènes d'intérieur sont super, surtout celles où les personnages sont dans des tavernes et où on peut sentir la joie de vivre, l'hospitalité et la chaleur des Asgardiens. On découvre en même temps que Strange ce lieu si différent et par certains aspects si semblable à la Terre, et ça en fait un récit vraiment plaisant. Seul petit truc qui m'embête, c'est qu'à la fin de la série, Strange ne peut pas retourner sur Terre car le Bifrost a été détruit, mais un épisode plus tôt, il est retourné chez lui en utilisant un portail de téléportation. Donc logiquement, la destruction du Bifrost devrait pas lui causer de problème. Sauf si le fait qu'il y ait plus de Bifrost empêche toutes sortes de téléportations. Dans tous les cas, c'est pas expliqué, d'où mon petit reproche. Mais sinon, comme dit juste avant, j'ai trouvé l'histoire quand même très sympa, et j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est accompagné de super dessins qui nous font vraiment plonger dans l'ambiance d'Asgard. J'étais plutôt sceptique au début, mais ça s'est avéré être une bonne surprise. Au début de cette série, le docteur Fatalis va proposer à Bucky Barnes, l'ancien soldat de l'hiver et actuel leader de l'équipe des Thunderbolts, de devenir le chef de sa police secrète. Vous vous en doutez, Bucky va refuser et ainsi va débuter un affrontement entre l'empereur de la Terre et Bucky, qui porte désormais le nom de Révolution, un pseudonyme qui lui va à merveille dans cette série. Le premier coup sera porté par Fatalis qui va détruire le mont Thunderbolts, la base d'opération de l'équipe du même nom, ce qui aura aussi pour conséquence d'endommager gravement la version robotique de Valentina Allegra de Fontaine. Afin de répondre à cette attaque, Bucky va vouloir désarmer l'arsenal nucléaire qui est désormais en possession de Fatalis et qui se trouve dans un satellite en orbite. Pour faire cela, il sera aidé par Black Widow, Songbird et ce qu'il reste de Valentina. Cependant, une fois dans le satellite, ils vont se rendre compte que Fatalis avait prévu leur arrivée et que c'est un piège. L'un des missiles va alors s'activer et commencer sa descente vers Shelbyville, la ville où Bucky a passé son enfance. Il va tenter de désamorcer le missile, mais il n'y parviendra pas. Il sera donc obligé de s'enfuir afin de sauver sa vie et assister impuissant à la destruction de Shelbyville. Mais ça ne s'arrête pas là, car en plus de cet acte affreux, Fatalis va faire croire au monde que c'est Bucky qui a envoyé le missile, le faisant passer pour un terroriste. Afin de laver son nom et nuire au projet de Fatalis, Bucky va donc devoir rassembler une nouvelle équipe de Thunderbolts, mais celle-ci sera-t-elle de taille face à la police secrète de Fatalis, qui n'est autre que la toute première équipe de Thunderbolts. Cet affrontement est à découvrir dans cette série, mais pour le moment, nous allons nous arrêter là. Je pense que cette série est celle liée à l'event que j'ai préférée, déjà parce que son thème principal, la révolution, est très intéressant, et parce que les actions des personnages ont des retombées concrètes. Dans certaines séries, on a l'impression que le règne de Fatalis est pas si horrible que ça, c'est le but recherché par le tyran évidemment, mais dans celle-ci on voit vraiment ce qui arrive lorsqu'on s'oppose à lui, et c'est pas du joli. La série consiste beaucoup en une suite de qui aura un coup d'avance sur l'autre, mais bien souvent il est difficile d'être plus malin que Fatalis, alors on se demande comment cela va se terminer pour nos héros. La série s'appelle Thunderbolts, mais c'est bel et bien Bucky qui est au centre du récit, ce qui fait sens puisque c'est un personnage qui, dès ses débuts, a combattu l'oppression. Il est donc tout naturel qu'il ait ce rôle, mais les personnages amenés autour de lui sont également assez intéressants, et c'est sympa de les voir travailler ensemble. En plus de ça, les dessins sont vraiment top, c'est dynamique et accompagné d'une belle colorisation, donc c'est un plaisir pour les yeux. Encore une fois, cette série est vraiment top et ça me donne envie d'en lire plus sur les Thunderbolts. Dès le début du règne de Fatalis, le général Thunderbolt Ross, aka le Hulk rouge, a été capturé par le sorcier suprême et emprisonné en Latverie. Il a été purgé de ses rayons gamma, l'empêchant de se transformer, et Fatalis le force à réfléchir à divers scénarios militaires. Bien vite, Ross va se rendre compte qu'il n'est pas le seul prisonnier de Fatalis. D'autres personnes aux compétences variées sont également réunies dans cette prison. Des soldats, des professeurs de sciences politiques ou bien encore des dirigeants de cartels. Comme avec Ross, Fatalis demande aux autres prisonniers de réfléchir à tout type de scénario
économique, politique ou bien militaire. Tout ça dans le but de savoir sur quel levier appuyer pour renforcer sa domination. Ross va alors comprendre que lui et les autres prisonniers servent d'incubateurs d'idées pour Fatalis et qu'ils doivent s'échapper à tout prix. A l'aide d'un piège tendu pour les Fatalibots qui s'occupent d'eux, certains prisonniers vont parvenir à s'échapper. Ross, bien évidemment, qui va parvenir momentanément à se transformer en Hulk rouge pour s'évader, le général Riker, Deathlock, un soldat venu d'une autre dimension, et Machine Man, un ordinateur vivant capable de se séparer de ses membres. Ensemble, ils vont donc parvenir à s'enfuir de la prison avant d'être vite rattrapés par une armée de Fatalibots. Problème, Ross n'a plus assez d'énergie pour se transformer à nouveau en Hulk rouge. Il faut donc qu'il trouve au plus vite une manière d'absorber des rayons gamma, mais cela risque de s'avérer compliqué au vu de la situation dans laquelle lui et ses compagnons se trouvent. Je n'en dirai pas plus concernant l'intrigue de cette série que j'ai trouvée assez moyenne. Globalement, ça consiste en une évasion de prison et une chasse à l'homme. Et pourtant, au vu de sa fin, c'est peut-être la plus importante de toutes les séries présentées ici, notamment parce qu'on sait que le Hulk rouge va avoir un rôle majeur dans le prochain event Marvel, Armageddon. Niveau dessin, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sympa à regarder. C'est assez terne et quand Ross se transforme, il fait des têtes vraiment bizarres. À la rigueur, c'est assez bien quand il est en Hulk rouge et qu'il pète des trucs, mais sinon ça permet pas de rattraper le récit à ses moyens. Avant de perdre son titre de sorcier suprême, le Docteur Strange avait fondé la Strange Academy, une école de sorciers accueillant tous les jeunes sensibles à la magie et soucieux d'apprendre à l'utiliser. Cependant, depuis que Fatalis est passé aux commandes, l'école a été remplacée par la Fatalis Academy. Dans ce récit, nous allons donc suivre les premiers pas d'anciens élèves de Strange dans ce nouvel endroit. Situé en Latverie, bien évidemment, ce château accueille donc des élèves venant de partout. Les jeunes de la Strange Academy vont donc devoir rencontrer de nouvelles personnes et s'habituer aux uniformes verts qu'ils sont obligés de porter. Mais un soir, Zoé, l'une des anciennes élèves de Strange, qui a le don d'entendre les morts, va entendre une voix qui va la mener jusqu'à un mystérieux livre. Alors qu'elle commence à examiner celui-ci, elle va se faire aspirer dedans et atterrir dans un monde digne d'un conte féerique. Elle ne va pas tarder à se faire attaquer par une mystérieuse créature, mais elle va être sauvée par une jeune fille du nom de Martha, une ancienne élève de l'école qui a disparu il y a quelques années, sans que personne ne sache ce qui lui était arrivé. De leur côté, les amis de Zoé, constatant la disparition de cette dernière, vont tout tenter pour la retrouver. Voilà pour ce qui est de l'intrigue principale. Donc comme vous pouvez constater, ce récit est assez anecdotique, parce que à part dire maintenant les élèves étudient dans un environnement dirigé par Fatalis, eh bien cette série n'explore pas beaucoup les conséquences du règne du vilain. Elle reste centrée sur une intrigue qui n'a rien à voir avec lui et qui est moyennement intéressante. En même temps, j'ai pas lu Strange Academy, donc je découvre ces personnages et j'ai aucune attache pour eux, donc ça aide pas des masses. Dans l'ambiance générale, ça propose quelque chose qui ressemble évidemment beaucoup à Harry Potter. Sur cet aspect, c'est pas trop mauvais, mais encore une fois, à part dans les premiers chapitres où on découvre un peu ce nouvel environnement, ça passe vite aux oubliettes pour se concentrer sur l'intrigue de Zoé piégée dans le livre. Côté artistique, on a deux dessinateurs, un qui s'occupe de la partie réalité et l'autre qui s'occupe des illustrations quand les personnages sont dans le livre, avec un style plus féerique que le premier. Ils ont tous les deux un style qui correspond plutôt bien à une histoire de ce genre, tournée vers un public plutôt jeune, donc dans ce contexte c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Bref, un récit que j'ai trouvé pour ma part assez moyen, voire plutôt inintéressant pour l'événement. Maintenant il faut garder en tête que le public visé n'est pas le même que pour les autres récits, et que ça s'apprécie quand même un peu quand il est pris pour ce qu'il est. En Corée du Sud, le groupe de héros appelé la Division Tigre se voit désormais contraint d'obéir aux ordres de Fatalis et de soutenir sa propagande. L'une des membres du groupe, Luna Snow, qui en plus de son rôle d'héroïne est une chanteuse très populaire, est obligée d'écrire des chansons de propagande pour le nouvel empereur et doit arrêter pour le moment ses activités de justicière. Pendant ce temps, la directrice Anne, aka la Renarde Blanche, annonce au groupe que 3 nouveaux membres venus de différents pays d'Asie de l'Est vont rejoindre l'équipe afin de former une alliance de maintien de la paix panasiatique, ce qui leur permettra notamment d'élargir leur zone d'opération. Les 3 nouveaux membres sont Karma, Vague et Aero, mais ce n'est pas le seul changement que va subir l'équipe, car elle va désormais prendre le nom de Division Fatalis, car désormais ils devront réaliser les missions qui supportent les intérêts du sorcier suprême, et la première d'entre elles sera d'arrêter Sunfire, un mutant renégat anti-Fatalis. Vous vous en doutez, de tels changements vont ébranler l'équipe, avec des remises en question de la part de certains personnages, d'autres quittant l'équipe car refusant d'obéir aux ordres du tyran, ou d'autres cachant leurs véritables intentions au groupe. Cette série est celle qui réussit le mieux la tâche de montrer les tensions que peut créer le règne de Fatalis entre les héros. D'un côté, on a ceux qui sont fermement opposés à sa domination, et d'un autre, on a ceux qui sont prêts à lui accorder une chance au vu des bienfaits qu'il prodigue. Et c'est vraiment le sujet principal abordé dans ce récit. La tension monte au fil des numéros, avec divers retournements de situation et révélations concernant les personnages, ce qui entraîne des affrontements au sein même du groupe. En plus de cet aspect intéressant à traiter, j'ai bien aimé découvrir ces personnages dont pour la plupart j'ignorais
ignorait l'existence jusque-là. On est dans un tout autre environnement que les récits qu'on a l'habitude de suivre, et c'est super de mettre à l'honneur des héros d'autres pays pour changer un peu. Car il est vrai que quand on lit des comics Marvel, on a l'impression que tout se déroule toujours aux États-Unis. Le reste du monde n'existe pas, les héros et vilains sont tous américains. Seul petit bémol que j'aurais à relever concernant l'histoire en elle-même, c'est que l'intrigue est pas mauvaise. Comme je l'ai dit, c'est intéressant de suivre ces personnages et les conflits qui les opposent, mais sans trop en dire, si les personnages avaient discuté entre eux dès le début, on aurait quasiment pu arriver à la même conclusion que celle qu'on a à la fin de la série, sans toutes les péripéties que vont vivre les héros. Bon, mis à part ça, ça reste quand même très agréable à lire, et les dessins qui accompagnent ce récit sont vraiment top et collent parfaitement au ton du récit. Les fugitifs sont un groupe de jeunes gens qui ont appris que leurs parents étaient des criminels et qui, en apprenant cela, ont décidé de s'enfuir et de se retourner contre eux. Depuis, ils forment une famille recomposée qui s'est élargie au fil des ans, accueillant en leur sein d'autres personnes exclues de la société. L'un de ces nouveaux membres n'est autre qu'un ancien Fatalibot, les androïdes conçus par Fatalis pour s'occuper de tâches en tout genre. Ce Fatalibot-ci s'est lié d'amitié avec Victor Mancha, un autre androïde membre des fugitifs, qui l'a convaincu d'aller au-delà de sa programmation initiale et de devenir une bonne personne. Cependant, depuis qu'il est au pouvoir, Fatalis a décidé de récupérer tous ces Fatalibots qui ont décidé de se rebeller. Les fugitifs vont donc voir débarquer chez eux une horde de Fatalibots qui sont là pour récupérer celui qui est avec le groupe. Ainsi va donc débuter ce récit dans lequel la jeune équipe va devoir échapper aux soldats de Fatalis tout en survivant à des dissensions internes, à des retours de personnages ou à la découverte de nouveaux pouvoirs. Je sais pas trop quoi dire sur cette série, c'est la première fois que je lis quelque chose concernant ce groupe, mais à l'inverse des personnages de la division Fatalis, bah là j'avais même pas vraiment de curiosité les concernant. Peut-être un peu pour Fatalibot à la rigueur, mais ça s'arrête là. Et même en lisant la série, j'ai pas développé plus d'attache que ça pour ces personnages. Et en même temps, quand on n'a jamais lu Runaways avant, on peut être un peu perdu en lisant ça, parce que au début du récit, on nous dit que certains personnages sont absents, perdus dans l'espace et le temps, que d'autres ont perdu leur pouvoir, etc. etc. Et c'est comme ça assez régulièrement dans cette série, ça fait appel à des connaissances sur ces personnages que je n'ai pas, et donc j'ai pas pu apprécier grandement ce récit. Je n'étais pas intéressé par les dramas en tout genre touchant l'équipe, ni par les retrouvailles entre certains personnages, et c'est là le problème, puisque bien que la traque des Fatalibots soit au cœur du récit, celui-ci se focalise surtout sur la relation entre les personnages. Mais encore une fois, n'ayant aucune attache émotionnelle avec ce groupe, bah, ça a été difficile pour moi de m'impliquer dans l'histoire. Le seul de ces personnages que je connaissais avant, c'était Nico Minoru, mais malheureusement dans ce récit, elle passe le plus clair de son temps à chouiner et dire qu'elle est pas capable de faire de la magie. C'est bon, on avait compris la première fois, pas besoin d'avoir la même conversation en boucle pendant 5 numéros. Visuellement par contre, c'est plutôt sympa, ça correspond au ton plutôt léger du récit. Bref, peut-être la série qui m'a le moins convaincu de cet event, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que le fait de connaître ou pas ses personnages au préalable joue beaucoup sur son appréciation. On finit avec deux courtes histoires constituées de un numéro chacune, c'est pour ça que je les ai groupées et que je les ai mises à la fin. Dans la première, Doom 2099, le Docteur Fatalis de l'an 2099 réunit une équipe constituée de héros et vilains provenant du multivers, tels que le Maestro, le Ghost Rider cosmique ou encore Old Man Logan, afin de forcer son lui du passé à abandonner le contrôle de la Terre. Évidemment, bien que ce soit sa version future qui le lui ordonne, le Fatalis de notre époque refuse de céder son pouvoir et un affrontement commence entre Fatalis et ses opposants venus du multivers. C'est une bagarre générale sans grand intérêt pour le reste de l'événement, ça cherche quand même à mettre un peu de mystère autour de la raison pour laquelle le Fatalis du futur souhaite stopper sa version du passé, mais et c'est là le point où j'ai toujours un peu de mal avec les versions futures des personnages, c'est que parfois ces versions ne concordent pas les unes aux autres. Je vous ai parlé plus tôt des Avengers supérieurs qui viennent eux aussi du futur, mais c'est pas du tout le même futur que celui du Fatalis 2099. Ça voudrait dire que ce sont tous les deux des futurs possibles, mais pas forcément ceux qui vont se produire. Et donc les habitants d'un futur possible peuvent revenir dans le passé, même si ce passé ne deviendra pas leur futur. Bref, c'est compliqué. Pour finir sur ce récit, je relèverai tout de même les magnifiques dessins qui correspondent parfaitement au ton du récit. Ils sont dynamiques, mettent très bien en scène les combats, visuellement c'est top. Enfin, dans la dernière histoire, Gods, Wynn, l'avatar des pouvoirs en place, la force qui représente la magie chez Marvel, et son apprenti, Mia, vont venir demander de l'aide à Fatalis, car en tant que sorcier suprême, il doit s'assurer que les symboles magiques qui protègent le soleil contre des démons souhaitant le dévorer ne faiblissent pas. Cependant, les symboles étant déjà faiblis car Fatalis ne connaissait pas cette tâche, le trio va devoir se rendre directement au cœur du soleil pour les rétablir. Alors qu'une rivalité va très vite s'installer entre Wynn et Fatalis, ce dernier va déceler un potentiel chez Mia et va petit à petit tenter de la retourner contre son mentor. Bon, encore une fois, cette histoire est pas vraiment importante pour l'intrigue concernant Fatalis. Par contre, je connais pas Gods, j'avais entendu parler des personnages vite fait, mais c'est tout.
Mais pour le coup, ça semble faire évoluer la relation entre le mentor et son apprenti. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'il fasse progresser l'histoire de deux personnages de la série dans ce numéro. Voilà, à part ça, c'est bien dessiné, un peu moins que le récit précédent, mais ça reste agréable à regarder. Et voilà pour chacune de ces séries, donc comme vous avez pu le constater, on a des choses très variées, que ce soit dans ce que ça raconte, les personnages mis en avant, dans le style ou bien dans la qualité du récit. Ce qui est sûr, c'est que l'event au global est vachement bien, parce que contrairement à beaucoup d'events de ces dernières années qui se contentent d'avoir des répercussions minimes sur certaines séries annexes en dehors de l'event principal, bah là c'est l'univers Marvel dans son ensemble qui est touché par les conséquences du règne de Fatalis, et ce sur plusieurs mois, ce qui donne vraiment l'impression d'un plan magnifiquement orchestré. Et encore, ici j'ai parlé de la série principale et des séries directement liées à l'événement, mais celui-ci a aussi eu des répercussions sur d'autres séries régulières, comme celle des 4 Fantastiques, celle des Avengers ou encore celle d'Iron Man. Le rendu global est donc vraiment sympa, les séries sont plus ou moins intéressantes, mais dans l'ensemble c'est assez correct et ça va avoir des répercussions sur le futur de l'univers Marvel. C'est donc un event réussi. Et voilà pour le règne de Fatalis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu cet event, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour faire découvrir l'univers Marvel à votre entourage. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.